Comment mesurer la richesse d'un pays? Et plus particulièrement, quels sont l'intérêt et les limites du PIB pour mesurer la richesse créée? On s'intéressera donc au PIB comme indicateur des richesses produites. On distinguera deux niveaux. Le niveau d'un agent économique, niveau microéconomique, que cet agent soit une entreprise, une administration ou un ménage. Dans ce cas, on mesure la richesse créée par la valeur ajoutée. Celle-ci correspond à la différence entre la production, mesurée par le chiffre d'affaires, soit le montant total des ventes, et les consommations intermédiaires. Au niveau d'un pays, au niveau global, au niveau macroéconomique, la richesse se mesure par le produit intérieur brut. Celui-ci s'obtient en additionnant l'ensemble des valeurs ajoutées des agents résidents, quelle que soit leur nationalité. Le PIB intègre donc la production marchande des entreprises, destinée à être vendue sur un marché, et la production non marchande, principalement celle des administrations, gratuites ou quasi gratuites. Précisons que cette dernière est mesurée par les coûts de production des services non marchands. Comment mesurer le PIB? Tout d'abord, le PIB est mesuré en volume, ce qui signifie qu'on s'intéresse aux quantités supplémentaires de biens et services réellement produits. Il faut donc raisonner à prix constant, ou encore en monnaie constante. En effet, la valeur de la production peut augmenter uniquement en raison d'une hausse des prix des biens et services vendus. Si l'on fait l'hypothèse que les prix sont constants, on enlève les effets de l'inflation, soit la hausse des prix, et on mesure la hausse des seules quantités réellement produites. Quand on réalise des comparaisons internationales, on mesure le PIB en parité de pouvoir d'achat. On dit aussi PPA. Il s'agit du taux de conversion monétaire qui permet d'exprimer dans une unité commune les pouvoirs d'achat des différentes monnaies. On suppose ainsi que la monnaie d'un pays permet d'obtenir une même quantité de biens et de services dans un autre pays. En général, pour effectuer des comparaisons dans le temps, on utilise le taux de croissance annuel moyen. Il permet, en effet, de comparer des périodes de durée différentes. Si l'on prend en compte l'importance de la population, on calcule le niveau de vie, c'est-à-dire la quantité de biens et services, ou encore la richesse, dont disposent en moyenne les habitants d'une société. Celle-ci est mesurée par le PIB par habitant. Quel est l'intérêt du PIB? Le PIB est l'outil le plus largement utilisé dans le monde pour mesurer l'activité économique d'une nation. Il permet également de faire des comparaisons dans le temps, par exemple pour un même pays, d'une période à l'autre, mais aussi dans l'espace, par exemple pour une même période entre différents pays. Si le PIB présente un intérêt certain, il comporte également, comme tout indicateur, un certain nombre de limites. Tout d'abord, un certain nombre d'activités économiques ne sont pas prises en compte dans le PIB. En effet, il n'inclut pas les activités légales non déclarées, par exemple le travail au noir, mais également les activités illégales, comme les différents trafics ou l'argent du proxénétisme. Ces derniers forment ce que l'on appelle l'économie souterraine. Dans le cadre de l'Union européenne, la drogue et la prostitution sont désormais inclus dans le PIB, mais la France ne l'a pas voulu pour des raisons morales. En effet, elle ne veut pas comptabiliser les transactions qui ne sont pas librement consenties. Le PIB ne mesure pas non plus la production bénévole et la production domestique. En France, cette dernière a pourtant été évaluée par une enquête de l'INSEE de mars 2011 à 27% du PIB. Par contre, le PIB inclut ou comptabilise des activités génératrices d'externalités négatives, telles que la pollution, ou encore les productions destinées à réparer les dégâts occasionnés par ces activités, telles que la dépollution par exemple. Elles se traduisent pourtant par une diminution du bien-être des habitants. Si le PIB comporte un certain nombre de limites, il faut se demander comment les dépasser. La réponse des économistes a consisté à créer des indicateurs plus complets
qui reflèteraient mieux la richesse de la vie humaine dans toutes ses dimensions. Le plus connu d'entre eux est l'indicateur de développement humain, ou encore appelé IDH, mis au point par l'économiste indien prix Nobel en 1998, Amartya Sen. Cet indicateur fut créé en 1990 dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le développement. L'IDH est un indicateur composite qui a pour objectif de compléter l'approche en termes de PIB, jugée trop réductrice, car seulement et uniquement économique et monétaire, en combinant 3 éléments. La longévité, qui reflète l'état de santé de la population, l'instruction, qui mesure l'accès au savoir, et enfin, le niveau de vie, mesuré par le PIB par habitant et qui reflète la richesse d'une nation. L'IDH varie de 0 à 1. Plus il est proche de 1, plus le niveau de développement de la nation considérée est élevé. Le classement des pays en fonction du PIB ou du PIB par tête diverge de celui en fonction de l'IDH, ce qui permet de souligner que le développement humain ne se limite pas à la richesse matérielle. En effet, les dimensions sanitaires et scolaires doivent compléter la dimension économique. Ainsi, la richesse des États n'est pas toujours convertie en progrès sanitaire et scolaire. Cependant, l'IDH apparaît lui-même comme insuffisant car il ne rend pas compte des inégalités présentes à l'intérieur d'une population. Par conséquent, d'autres indicateurs ont été construits pour mesurer notamment la pauvreté ou la situation spécifique des femmes. Pour mesurer le développement d'un pays, il ne faut pas en rester à une approche trop quantitative ou trop comptable de la mesure des indicateurs de la performance collective. Le plus important est la qualité de la vie à l'œuvre dans ce pays. Mais celle-ci doit être durable, d'où la nécessité d'assurer la soutenabilité du bien-être, c'est-à-dire sa capacité à se maintenir dans le temps. La soutenabilité est à la fois économique, sociale et environnementale. C'est la raison pour laquelle elle ne peut être ramenée à un seul indicateur qui pourrait la résumer. Elle renvoie à la notion que vous connaissez déjà de développement durable.